Dans cette photo et ce court épisode, nous pouvons voir deux systèmes de lancement du système de défense aérienne Patriot et un radar. Et les Russes, à la suite d'une frappe d'Iskander, ont détruit cette batterie également. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur l'actualité Russie-Ukraine ou alors Russie-OTAN. Il y a un jour, on nous annonçait que l'armée ukrainienne a tiré 12 missiles sur le pont de Crimée. Et les Russes ont annoncé avoir intercepté tous les missiles ukrainiens tirés sur le pont de Crimée. Et donc j'aimerais que vous regardiez sur le plateau des TF1 ce sur quoi ils mettent le focus, ce sur quoi ils choisissent d'informer les Occidentaux, ou en tout cas en Occident. Et après, on ira faire un tour sur des cartes pour montrer que même si dans les journaux occidentaux et dans les médias occidentaux, on n'arrête pas de parler de Koursk comme si il se passait des choses majeures à Koursk, et on vous cache que l'armée ukrainienne est en pleine débandade. Et que si ils ont réussi à rentrer à Koursk, les pertes qu'ils sont en train de subir coûtent des milliards. Et donc sans plus tarder, nous allons regarder la vidéo, partager, commenter, liker pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Vient de tomber, décidément nous sommes bien servis dans ce 12-15. La Russie affirme avoir intercepté dans la nuit 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Général, je me tourne vers vous. 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Dans mon souvenir, il n'y a jamais eu autant de missiles abattus d'un seul coup. Une attaque de si grosse ampleur sur le pont de Crimée qu'on appelle aussi, vous savez, pont de Poutine, et qui relie donc, on va avoir une carte, on est en train de la préparer, mais ça vient, l'information vient de tomber, qui relie donc la Crimée au reste de la Russie, et qui est un bijou pour Vladimir Poutine. On y reviendra avec vous, Sergueï Girnov. Général, sur le côté militaire. 12 missiles, c'est important. Ça correspond peut-être aussi à l'information sur ces missiles américains de croisière. JASSM. Voilà, qui vont équiper les F-16. Ça correspond en fait au Scalp, au Storm Shadow. Donc en fait, c'est ces missiles de croisière portés par avion qui vont directement à la cible. À distance de sécurité, comme on dit, un stand-off. Donc voilà, donc maintenant, effectivement, on n'arrête pas de dire qu'il faut détruire ce pont, que ce pont ne peut être détruit apparemment que par des missiles de précision, qui ont une forte charge d'explosifs. D'habitude, c'est en gros 400 kilos chaque fois, quand on doit bien viser l'endroit où il faut. Donc maintenant, il faut attendre les résultats. Quand on dit qu'il y en a 12 qui ont été interceptés, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas passés. Donc on va voir les résultats. Et puis on sait aussi qu'en étant interceptés, les dégâts peuvent aussi... Bon, premièrement, si les missiles auraient touché le pont, il y aurait sûrement eu quelqu'un qui aurait filmé, qui aurait montré. Parce que quand ils avaient touché le pont ici, c'est pas eux qui sont partis sortir les images. Quelqu'un a filmé, ils ont montré. Les Russes ont filmé, ils ont montré. Et donc vous voyez déjà le problème de ces rédactions ou de ces médias occidentaux. Quand ils ont des preuves, ils sont les premiers à jouir d'avoir une preuve à montrer aux gens. Mais quand ils n'ont pas de preuves, ils maintiennent quand même que ce qu'ils disent, c'est probablement vrai. Les Russes n'avaient pas caché la première fois que ça a été touché. Les Russes, à chaque fois qu'il y a un événement important de ce type qui se passe en Russie, Poutine et la Russie trouvent nécessaire de le montrer aux yeux du monde pour que tout le monde comprenne qu'ils sont attaqués et qu'ils vont riposter. Donc s'ils auraient touché le pont de Crimée, dites-moi, qu'est-ce que ce tour-ci la Russie a comme intérêt pour le cacher? Quand ils ont touché les plages en Crimée, est-ce que ça a été caché? Donc moi, je me demande si ces gens-là qui travaillent dans ces rédactions sont encore conscients des choses qu'ils font ou des choses qu'ils disent. Aussi, les retombées des morceaux de missiles peuvent aussi provoquer des... Et d'où c'est important, parce qu'il n'y en a pas des centaines de missiles de croisière de ce type-là donnés par les Français ou par les Britanniques. Les stocks sont très limités. D'où peut-être l'intérêt de l'approche américaine aujourd'hui d'en donner à partir de leur propre stock. Alors, autre information, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc d'hier à aujourd'hui, il y a eu plusieurs explosions entendues donc dans plusieurs villes de Crimée, notamment Kerch et Sébastopol. On est en direct avec Marc Chassignan, vous êtes ingénieur, expert en système d'armes. Ça tombe très bien puisqu'on devait se parler aujourd'hui pour parler donc des JASSM, donc ces fameux missiles de croisière que Biden réfléchit à peut-être envoyer aux Ukrainiens. Alors peut-être ont-ils déjà été envoyés. Première question. Biden, il est en roue libre.
Biden, il est en recherche de résultats à montrer aux Américains, comme quoi tout l'argent qu'il a foutu en Ukraine a servi à quelque chose, et comme quoi la fin de son mandat sur le plan international est efficace. Puisque Israël est en roue libre, fait tout et n'importe quoi, ils sont en processus de négociation, je ferai une vidéo. Ils vont prier sur un lieu où, selon les traités qu'ils avaient avec les Palestiniens, on ne devait pas prier. Le ministre raciste d'Israël est parti prier là-bas. Ils ont fait une attaque ou un pogrom en Cisjordanie. Ils ont récemment bombardé en Palestine. C'est la catastrophe. Biden, ils essayent de négocier pour avoir un traité de paix. Netanyahou et Israël, ils n'arrêtent pas de foutre la catastrophe. Sans compter tous les mensonges autour de Kamala Harris pour faire croire dans les sondages américains et surtout du New York Times qu'elle battrait Trump dans les États clés. C'est la débâcle là-bas. Quand je vous ferai aussi la vidéo sur Kamala Harris, vous allez comprendre à quel point c'est une supercherie. Et ici, vous avez cette dame qui dit Biden, maintenant, il envisage de donner des missiles de précision, genre les Storm Shadow, l'équivalent de Storm Shadow américain à l'Ukraine. Biden, il est prêt à tout. La preuve, ils ont orchestré cette incursion de l'Ukraine en Russie. Ils en parlent tous les jours. Mais quand vous allez voir au niveau des cartes, le territoire qu'ils ont pris, c'est une ville. Et cette ville, ça ne représente même pas 1/10 de ce que la Russie a conquis en Ukraine. Concrètement, ils devaient pousser plus loin pour pouvoir avoir une monnaie d'échange. L'incursion a déjà été stoppée, elle n'avance plus. Et en plus, l'objectif stratégique de la mission est déjà morte, puisqu'ils n'avancent plus et derrière eux, c'est un massacre. Ils perdent du matériel, des hommes, des villes et ils sont en débâcle. Mais ici, on préfère toujours vous parler de « ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils sont là », alors que concrètement, ça ne se traduit à rien. C'est peut-être symbolique, c'est peut-être pour leur faire parler, pour faire la propagande. Mais concrètement, vous allez voir tout à l'heure, ça se traduit à rien. Et c'est pour cela, la Russie a choisi de s'occuper de courses tranquillement, sans se précipiter. Mais par contre, sur le pari qu'avait fait l'Ukraine, que soi-disant, les Russes allaient s'affaiblir au Donbass, les Russes, ils sont en train de les manger comme c'est pas permis. Sans compter tous les dégâts matériels que vous allez voir à la suite de cette vidéo. D'abord, Marc Chassillan, bonjour et merci d'être avec nous. Quelles sont les armes aujourd'hui en possession des Ukrainiens qui sont capables d'aller taper comme ça le pont de Poutine ? Bonjour à tous. Alors les armes n'ont pas finalement beaucoup varié depuis plusieurs mois. En fait, il y a toujours les Scalp français et les Storm Shadow britanniques qui sont en fait deux versions d'un seul et même missile. Et puis ensuite, s'il s'approche suffisamment près, il y a quelques versions de ce qu'on appelle l'ATACMS. Donc l'ATACMS, c'est un missile qui est en fait tiré par les HIMARS, donc il est tiré depuis le sol. Et c'est un missile balistique qui peut avoir la portée requise pour aller taper à peu près n'importe quoi en Crimée, voire le pont. Mais il faut vraiment s'approcher avec le lanceur pour pouvoir frapper ce pont. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce que moi qui fais les salons d'armement internationaux, c'est que l'Ukraine, et elle le montre d'ailleurs dans ces salons, l'Ukraine est en train de développer ses propres missiles. Donc on a découvert par exemple au dernier salon Eurosatory au mois de juin à Paris, au stand ukrainien, il y avait un magnifique stand ukrainien, d'ailleurs on pouvait s'y rendre tout à fait librement, il y avait tout un tas de superbes maquettes de missiles de croisière de conception ukrainienne, dont les performances attendues et annoncées sont tout à fait compatibles de frappes équivalentes à celles qu'il pourrait obtenir avec des Scalp ou des JSAM. Les JSAM, ce sont les missiles dont vous venez juste de parler. C'est le Scalp version américaine. L'Ukraine, ce pays, il n'en loupe pas une. On a déversé sur eux des missiles de précision fabriqués par les Anglais et les Français. Et dans la foulée, vous croyez que la technologie que l'Ukraine veut vendre de ces soi-disant missiles, c'est eux qui l'ont développé, ils ont fait de la rétro-ingénierie dessus. Tout le monde a déjà dit qu'il y a un business d'armes qui se fait en Ukraine. On a retrouvé les armes que l'on donne à l'Ukraine déjà dans d'autres conflits dans le monde. Vous pensez qu'ils allaient se gêner
de prendre un missile français ou un missile anglais, de le vendre à la concurrence ou à la compagnie d'armement ukrainien pour qu'elle prenne la technologie, elle prenne l'ingénierie pour pouvoir elle-même fabriquer ses propres missiles de conception ukrainienne et les revendre moins cher. Ils sont en train de se saborder. Et malheureusement pour eux, même avec tous les missiles qu'on leur a donnés, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc eux aussi, s'ils fabriquent la même chose que les Anglais et les Français, ils ne feront pas grand-chose. Qui peut se monter sous les ailes d'un F-16. Donc en dehors de ces armes-là, il n'y a pas grand-chose d'autre, si j'ose dire. Alors, on en redira un mot des JSM, justement, c'est bien mieux prononcé que le JASSM, comme je disais. On apprend donc que ce sont, en effet, vous en avez parlé, de 12 attaques MS, selon les Russes, qui ont été tirées par les Ukrainiens. Alors là, ils disent les avoir interceptées, mais 12 attaques MS, est-ce que ce serait suffisant, Marc Chassillan, pour détruire un ouvrage comme le pont de Kerch ? Alors un ouvrage comme le pont de Kerch, vous avez noté que c'est un ouvrage qui fait plusieurs kilomètres de long. Donc il s'agit en fait, quand on veut faire le boulot correctement, il s'agirait en fait de le casser à plusieurs endroits. Et pour casser un pont, il ne faut pas s'en prendre qu'à la travée, il faut impérativement s'en prendre aux piliers. Or, les piliers, évidemment, ils sont sous la travée, ça ne vous a pas échappé. Donc, quand vous plongez du ciel, vous avez assez peu de chances de frapper le pilier, vous frappez ce que vous appelez la travée. Donc, la travée, c'est beaucoup plus réparable que les piliers. Et aujourd'hui, les attaques MS, comme d'autres types de missiles, ne sont pas capables de frapper les piliers. Pour frapper les piliers, il faudrait avoir des missiles à guidage laser. Alors, à une certaine époque, l'armée française en appelait, ça s'appelait les AS-30, et c'était des missiles qui étaient tout à fait capables de... En fait, ils rentraient, ils étaient tellement rapides qu'ils rentraient dans le pilier du pont et ils explosaient à l'intérieur du pilier. Donc là, effectivement, les dégâts étaient quasiment non réparables. Votre pont s'écroulait proprement, si j'ose dire, et vous mettiez des mois, voire des années avant de le réparer. Donc le problème aujourd'hui, c'est que tant que les Ukrainiens ne disposent pas d'armes qui sont capables de frapper les piliers, ils pourront frapper la travée. Mais une travée, c'est réparable. Alors c'est plus ou moins réparable, mais c'est toujours réparable. Beaucoup plus rapide que ne le sont les piliers. Et d'où l'importance. Donc voilà, moralité de l'histoire, avec l'armement dont dispose l'Ukraine et les missiles que les Anglais et les Français ont fournis, pour l'instant, ils peuvent se brosser pour casser le pont de Russie. Mais la chose à retenir ici, c'est que la fin de l'administration Biden est en train de mettre le feu partout. Et maintenant, regardez ce qu'on ne vous dit pas. Regardez ce que l'Ukraine est en train de vivre concrètement sur le terrain. Regardez combien ça coûte et ce que ça coûte à l'Ukraine sur le terrain. Pour que vous mesurez à quel point il y a de la propagande dans les médias occidentaux et que la vérité n'est sûrement pas dite ici. La vérité n'est sûrement pas du côté des Russes. Il y a un juste milieu à trouver, mais la vérité n'est sûrement pas du côté des médias occidentaux. Alors, pour ça, on va regarder cette vidéo. Nous allons parler du nombre de frappes que les Russes ont menées ces derniers jours. À la suite de ces attaques, les Ukrainiens ont subi des pertes importantes, probablement les plus grandes pertes depuis le début de l'opération militaire spéciale. Alors, commençons étape par étape. Dans cette vidéo, par exemple, nous pouvons voir comment les Russes, à la suite d'une opération de reconnaissance et aéronautique, ont réussi à découvrir le système de défense aérienne ukrainien Iris-T et le radar. Et à la suite d'une frappe, ce système Iris-T a été complètement... Voilà. Donc là, ils ont perdu un système de radar à côté de Kharkiv. Donc ils avaient rapproché leur système de radar anti-aérien à côté de Kharkiv pour empêcher qu'il y ait des bombardements au niveau de Kharkiv et vers Koursk. Ça fait déjà un. Et notez que ces systèmes de batterie anti-aérien sont des systèmes qui coûtent les plus chers, je crois. Alors, quand on va vous montrer les autres systèmes, ceux des Américains, ce qui soi-disant coûterait 1 milliard, qui ont été détruits, là vous allez comprendre, c'est la catastrophe qui se prépare même à Koursk, et c'est pour cela que maintenant les Russes, ils savent qu'ils vont les manger vivants. Parce que la plupart des outils qu'ils avaient ramenés, l'électronique pour pouvoir brouiller les trucs et tout ça, les batteries pour empêcher les avions de voler,
tout ça, c'est déjà perdu. Et donc, petit à petit, vous allez attendre que cette incursion n'avance plus. Elle se limite à Koursk. Ils ont récupéré une ville Souja. Sur la carte, vous allez voir à quel point c'est insignifiant. Mais surtout, vous allez comprendre, quand vous allez voir toutes les destructions qui se font, que c'est la catastrophe. Que ce que l'Ukraine a fait, en fait, ça n'a servi à rien. Bien au contraire, ça a accéléré. Peut-être sa défaite. On ne sait pas, on ne va pas dire qu'elle a accéléré la victoire de la Russie, non. Mais ça peut être accéléré la défaite annoncée de l'Ukraine. Détruit. Maintenant, passons plus loin dans la direction sud. Nous avons une mise à jour supplémentaire des environs du village du nom de Zolobok. Dans ce cas, les Russes en alliant ont réussi à découvrir jusqu'à 3 systèmes de Diamto de défense aérienne Patriot et un radar pour le système. Les Ukrainiens, et selon cette vidéo, essayaient d'abattre le missile russe Iskander, mais les Ukrainiens ont échoué. Et à la suite de la frappe d'Iskander, toute la batterie Patriot a été complètement détruite. Évidemment, des pertes importantes pour les forces armées d'Ukraine. Et ce n'est pas la fin. Nous avons reçu des mises à jour supplémentaires de la ville et de la zone à proximité de la ville du nom de Dnipro. Sur l'aérodrome d'Aviatorsk, les Ukrainiens préparaient les Su-24 pour une éventuelle attaque sur la Crimée et le pont de Crimée, mais les Russes... Donc tout à l'heure, un système antiaérien détruit à côté de Kharkiv. Un patriote détruit. Maintenant, vous voyez un avion de chasse qui va être détruit. Tout ça à la en suite une journée. d'une frappe d'Iskander, ont détruit le Su-24 ukrainien et n'ont pas permis aux Ukrainiens d'attaquer le pont de Crimée. Très probablement, juste avant cette attaque, les Russes, ou peut-être plus tard, les Russes ont découvert une batterie patriote supplémentaire à l'est de l'aérodrome d'Aviatorsk. Dans cette photo et ce court épisode, nous pouvons voir 2 systèmes de lancement du système de défense aérienne Patriot et un radar. Et les Russes, à la suite d'une frappe d'Iskander, ont détruit cette batterie également. Évidemment, les Ukrainiens ont subi des pertes importantes pendant l'opération offensive de Koursk et les Russes ont une fois de plus réussi à établir une supériorité complète dans la zone de l'Ukraine. Les Ukrainiens, et je voudrais vous rappeler que nous n'avons reçu aucune mise à jour sur une frappe massive de missiles russes sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine au cours des précédentes, probablement quelques ou... Donc, vous voyez, ici, là, en tout petit, là, ici, là, en tout petit, là, vous voyez, ici, derrière, vous avez la région de Koursk, et ici, au tout début, vous avez l'incursion ukrainienne. L'incursion ukrainienne n'avance plus. Koursk est là. Je vous rappelle que la première semaine, les 6 premiers jours, ils ont parlé comme quoi ils allaient atteindre ça vite. Mais depuis le 6e jour, on ne voit plus la progression. Ils annoncent sur 500 km², 800 km², 1000 km², 1500 km². Et pourtant, Koursk est toujours là. On ne voit pas d'avancée. La carte n'avance plus, en tout cas. De missiles russes sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine au cours des précédentes, probablement quelques ou 3 semaines ou même mois. Et le fait est que les Ukrainiens ont reçu un nombre important de systèmes de défense aérienne des pays occidentaux et ils ont réussi à sécuriser le territoire. Et les Russes attendaient. Mais quand les Occidentaux seraient forcés de fournir... Regardez bien. Ça, c'est une carte qui montre Kiev, qui montre Zaporozhye, qui montre Donbass. Et là, vous avez Kharkiv, c'est là. Et là, vous avez ici qu'il y a plein d'affrontements, parce que là où il y a des cônes de armes, là, c'est plein d'affrontements. Mais regardez comment c'est insignifiant par rapport à toute la Russie qui est derrière. Mais tous les jours, on vous parle de ça comme si c'était quelque chose d'exceptionnel qui se faisait là-bas. Et on ne vous montre pas toutes les images qu'on montre ici des pertes ukrainiennes. Et puis, je voudrais finir en vous montrant pourquoi je dis que cette intervention ukrainienne, c'est un sacrifice. Ou en tout cas, c'était une bêtise. Parce que désormais, ils sont dans le dur dans le Donbass. Regardez. Maintenant, parlons de la direction de Pokrovsk où les Russes poursuivent l'opération offensive. Voilà, c'est cette ville-là, Pokrovsk, qui est devenue maintenant la ville clé dans l'affrontement. Si les Ukrainiens perdent cette ville, entre Pokrovsk et l'arrière-garde ukrainien,
il n'y a plus rien pour arrêter les Russes. Les médias occidentaux n'en parlent pas parce qu'ils espèrent que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive, franchement, j'espère que les prévisions les plus optimistes que les pro-russes ont ne sont pas vraies. Parce que sinon, ça voudrait dire la fin. La fin. Et vous voyez, depuis qu'ils ont commencé leur attaque à Koursk, où ils n'avancent plus, de ce côté-ci, ça s'effondre. Comme vous allez attendre les résumés de ce qui se passe ici. Les Ukrainiens subissent des pertes importantes. Les Russes gagnent un contrôle territorial supplémentaire. Parlons de Zelan Novojelan. Au cours des dernières 24 heures et au cours des 12 dernières heures, selon différents cartographes neutres, les Russes ont capturé complètement le village de Jelan. Les Russes ont capturé le village lui-même, les fermes du sud-est, les lacs et les 3 lignes suivantes. De plus, à la suite de l'opération offensive, les Russes ont établi un contrôle complet sur ce bastion que les Ukrainiens contrôlaient depuis très longtemps. Et cela s'est produit parce que les Russes ont réussi à capturer Mykolaïvka et à couper la principale route d'approvisionnement. Mais nous ne pouvons pas appeler cette ligne la principale route d'approvisionnement, car c'est plus comme une route de la mort que les Ukrainiens utilisaient pour soutenir d'une manière ou d'une autre leurs forces ici. Mais après que les Ukrainiens aient perdu cette route de la mort, ils ont été forcés de se replier plus loin dans la direction sud. Certaines sources pro-russes ont déclaré que les Russes poursuivent l'opération offensive plus loin et qu'à la suite d'une attaque éclair rapide, les Russes ont sécurisé la zone de Novojelan et sont entrés dans le village de Zavitne. Et actuellement, les principaux affrontements ont lieu exactement dans cette partie. Novojelan a été capturé selon différents experts militaires pro-russes. Et donc approximativement, c'est le territoire sous contrôle russe au matin du 17 août. Les affrontements ont lieu à Zavitne, mais très probablement l'Ukraine sera forcée de se replier de cette zone également. Maintenant, la principale route d'approvisionnement que l'Ukraine possède passe par Selidov, Mikhailivka, Memrik et Karlivka. Mais cette route est déjà sous contrôle russe complet après retrait et il y a de très grandes chances que toute cette poche soit capturée par les Russes dans un avenir très proche. Quant à Rodivka, il y a eu de très lourds affrontements au cours des dernières 24 heures, au cours de la nuit précédente. Les Russes ont réussi à améliorer leur position sur leur flanc. Les Russes ont capturé le bastion. Les Russes ont capturé cette ligne d'arbres située au sud-est de Rodivka. Comme vous voyez, sur le front, ça ne se passe que dans un sens. Les Russes avancent. Les Russes ont fait ceci, les Russes ont capturé ceci. Mais dans les médias occidentaux, ce n'est que dans un sens. L'Ukraine avance à Pokrovsk. L'Ukraine, mais Poutine, mais. Alors que ceux qui suivent ce conflit de près ont bien compris que la stratégie de la Russie a été de ne pas tomber dans ce que l'Ukraine voulait. Ils ont décidé de ne pas envoyer le maximum de soutien à Koursk pour se débarrasser des Ukrainiens. Ils sont en train de les gérer tranquillement. Mais d'un autre côté, de ce côté-ci du front, l'Ukraine est en train de perdre tellement vite, on se demande dans combien de temps l'Ukraine pourra encore soutenir leur intervention ou leur invasion de la Russie qu'ils ont fait à Koursk. D'autant plus que on sait que là où la majorité des gens qu'ils ont envoyés à Koursk viennent, dans cette région-là, ils commencent à avoir de la rébellion par rapport au fait que les gens qui sont partis à Koursk sont en train de mourir à grande vitesse. Je ne sais pas si c'était dans cette vidéo ou si c'était dans une autre. Dans une autre vidéo, on a montré que les familles, les gens commencent à s'opposer à l'armée ukrainienne dans ce coin-là de l'Ukraine, à côté de la frontière avec la Pologne, parce qu'ils ne sont pas contents que presque tous les gens qu'ils ont envoyés à Koursk venaient de là-bas et que les nouvelles du front ne sont pas bonnes. C'était juste ma vision des choses pour vous dire, voilà, j'ai regardé d'un côté, j'ai regardé de l'autre. Voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai vu. Si vous êtes d'accord avec moi, commentez, likez, partagez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites pareil. Je vous dis à une prochaine vidéo. Peace out.